Madame la ministre des Affaires francophones de l'Ontario, Monsieur le ministre responsable de la francophonie du Nouveau-Brunswick, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue au sommet de la francophonie économique canadienne dans le cadre du Toronto Global Forum. Je suis vraiment très heureuse de participer à ce coup d'envoi de cette 4e édition du sommet. Depuis 4 ans, le sommet est devenu un rendez-vous annuel important des grands acteurs de la francophonie économique, non seulement de l'Ontario et du Québec, mais de partout au Canada et même à l'international grâce notamment à la diffusion virtuelle. Les débuts, c'est vrai, furent assez modestes et je voulais vous parler ce matin un peu de la genèse de ce sommet. Car en 2019, nous, à l'équipe du Bureau du Québec à Toronto, voulions organiser une activité spéciale pour souligner la venue d'une délégation d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs de l'incubateur de HEC Montréal, et ils venaient au Toronto Global Forum. Il était accompagné de Winston Chang, qui est avec nous aujourd'hui, donc je salue Winston. Et nous avons eu l'idée d'organiser une conférence où on aurait ces entrepreneurs francophones du Québec en discussion avec des jeunes entrepreneurs franco-ontariens. La ministre Mulroney nous avait fait l'honneur d'être avec nous, de dire un mot de bienvenue à cette occasion. Le député québécois Yuri Chassin était également présent. Ce panel était en fait en marge du Toronto Global Forum. C'était très tôt le matin, à 7h30 ou 8h. Et c'était en français, quelque chose d'assez inédit à l'époque dans le cadre de cette activité. Et malgré cela, on a eu plus de 100 personnes présentes à l'activité. Alors, on s'est dit, il y a un besoin, il faut continuer dans ce sens. Et pendant les 3 années subséquentes, nous sommes alliés de différents partenaires pour réaliser une programmation en français dans le cadre du Toronto Global Forum. Donc, je souligne que dans les premières années, c'était la Société économique de l'Ontario qui était partenaire avec nous. Et aujourd'hui, c'est la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario qui est maître d'œuvre avec le Forum économique international des Amériques pour réaliser les différentes activités que vous avez vues au programme aujourd'hui. Évidemment, nous continuons à supporter et d'appuyer cette activité. Donc, le gouvernement du Québec ainsi que le gouvernement de l'Ontario sont des bailleurs de fonds pour cette activité importante. Et ce concept d'intégrer un peu plus de français dans des activités qui traditionnellement étaient en anglais en Ontario et au Canada, c'est quelque chose qu'on trouve important, surtout dans une province où il y a plus de 800 000 locuteurs francophones, comme c'est le cas en Ontario. On a même intégré ce concept dans la nouvelle politique du Québec en matière de francophonie canadienne et c'est un des axes importants. Un de nos grands partenaires pour la réalisation de cette action, c'est la Fédération des chambres de commerce du Québec et vous risquez de nous voir très actifs dans ce secteur de la francophonie économique au Canada. Donc, sur ce, je vous souhaite bon sommet. Ça s'annonce très prometteur. On va parler d'écosystème des startups, de cybersécurité, de perspectives économiques pour l'année à venir. Donc, merci à tous les conférenciers, à tous les partenaires. Merci aussi à mon collègue Daniel Bonin pour être le maître de cérémonie et bon sommet à tous. Bienvenue à tous dans cette séance plénière. Alors, je me présente, Karima Catherine Gundiam, je suis la fondatrice de B2B Match et ça me fait vraiment plaisir d'être la modératrice de ce panel avec nos panélistes qui se présenteront dans quelques minutes. Nous discuterons de sujets traitant de l'écosystème des startups, de leur moteur de durabilité et de la croissance économique. Nous aurons 3 intervenants, dont une personne virtuelle si nous arrivons à la voir. Et c'est un sujet important, si nous n'arrivons pas à la connecter, c'est parce qu'elle a un problème d'infrastructure, justement, qui sera évoqué lors du panel. Donc je laisse la place à nos intervenants aujourd'hui. Je vais commencer par Julien. Alors bonjour tout le monde, Julien Jérémy, je suis directeur général au Conseil de la coopération de l'Ontario.
Une petite entreprise sociale de l'Ontario qui œuvre dans le service conseil auprès des coopératives, des entreprises sociales, des entreprises à mission. Donc, ils peuvent être des entreprises dans différents secteurs d'activité également. Nous sommes présents en Ontario depuis 1964 et nous œuvrons en français, en anglais, mais nous sommes une organisation de langue française dans toutes les régions de l'Ontario et également dans d'autres provinces à l'international. Et ça me fait très, très plaisir d'être ici ce matin. Merci, Julien. Benoît? Bonjour, merci. Benoît Bédard, cofondateur de Stellar, une jeune start-up de Québec. On est spécialisé, en fait, on a une plateforme logicielle, SaaS, spécialisée dans l'intégrité des actifs, les actifs industriels. On a démarré principalement dans le secteur minier parce que c'est un secteur important au niveau économique canadien et québécois. Et puis, le but de la plateforme, c'est d'éviter tout ce qui est accident environnemental et humain, mais évidemment, là, de prévenir tout ce qui est arrêt non prévu dans les opérations. On sait que dans le secteur minier, ça peut être plus d'1 million de dollars là, par jour d'arrêt non planifié sur une production. Donc, c'est vraiment à titre comme un dossier médical pour les infrastructures. Puis, en décembre, on a été acquis par Nordostello, une firme d'ingénierie québécoise aussi qui est spécialisée là, dans la santé des actifs, donc dans l'intégrité des actifs au niveau mondial. Merci Benoît. Donc nous allons octroyer 5 minutes environ de questions à la fin, si vous souhaitez. Donc ce sera super intéressant d'avoir non seulement vos commentaires, mais aussi vos questions. Donc je vais commencer par vous demander à vous deux, en fait, qu'est-ce que l'économie durable ? Parce que c'est vraiment une définition qui semble être qui fluctue selon à qui vous demandez. Donc je vais commencer par toi, Benoît. Ben, l'économie durable, c'est évidemment là, ça touche plusieurs sujets, là, dont l'environnement, évidemment. C'est un sujet, je pense, qui est assez chaud présentement, qui revient beaucoup. Le domaine social aussi, donc c'est vraiment, en fait, là, de non seulement donner une place à la conscience de qu'est-ce qu'on fait dans tous les projets d'affaires, mais aussi la place qu'on laisse aux gens, à l'inclusion aussi à l'intérieur des entreprises, puis comment les gens sont traités, si on veut, à l'intérieur de nos entreprises. Présentement, il y a une pénurie de main-d'œuvre, donc c'est un peu plus facile, ça vient un peu par défaut, mais c'est quelque chose qui doit perdurer, là, même après la pénurie de main-d'œuvre. Puis après ça, bien, surtout au niveau environnemental, de toujours avoir une conscience au niveau de l'impact de notre modèle d'affaires. Puis évidemment, bien, toutes les mesures de performance des entreprises sont beaucoup au niveau financier. Mais il faut qu'il y ait aussi là, une analyse qui est faite sur tout ce qui est impact au niveau de où on va aller faire l'acquisition des matériaux qu'on va utiliser, de l'énergie qu'on utilise au niveau de la solution qui est proposée, les déchets qu'on génère, comment on les gère, puis est-ce qu'il y a un moyen de les réutiliser ou d'optimiser notre production, de réduire tout ce qui est au niveau des wastes. J'ai juste le terme en anglais. Les déchets? Des déchets, du gaspillage. Ouais. Mais je te vois acquiescer justement, Julien. Est-ce que tu veux donner ton point de vue? Ben, je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est-à-dire que tout ce que tu as dit, plus ce que j'ai ajouté, ici, je pense l'économie durable, c'est avant tout des entreprises durables. C'est quelque chose qui est important de remarquer. Mais qu'est-ce que c'est qu'une entreprise durable? Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise va se dire être une entreprise durable. On se dit, je suis durable parce que j'ai une fondation, je suis durable parce que j'ai des œuvres caritatives, parce que j'ai investi dans des actions communautaires, dans ma communauté, etc. En réalité, c'est peut-être un peu plus que ça. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, Benoît, il y a un élément qui est très, très important et qui, en fait, personnellement, est devenu récemment un peu mon cheval de bataille, c'est tout ce qui est la mesure d'impact. Dans la durabilité d'une entreprise, il y a les gens qui disent on est durable, etc. Et il y a les gens qui font la durabilité. Lorsqu'on fait la durabilité, on est en principe en mesure de prouver la durabilité qu'on a et qu'on représente comme entreprise. Dans cette représentation, évidemment, il faut une mesure pour savoir comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que cette entreprise est bel et bien durable. Et j'ai eu l'occasion, pas plus tard qu'au mois de juillet dernier, en fait, avec un de mes collègues, de me rendre au siège des Nations Unies pour justement prêcher cette composante-là et de dire, aujourd'hui, toutes les entreprises que nous avons font des états financiers annuels, etc.
Et si demain matin, je regarde le portrait financier d'une entreprise au Japon, en Chine, en Afrique du Sud, je peux comprendre exactement la durabilité financière de l'entreprise. Au niveau de l'impact, pour revenir sur le terme que tu as utilisé, comment est-ce que je fais pour comprendre l'impact social en termes de durabilité de cette entreprise-là? Il nous faut développer des indicateurs pour mesurer cela. Personnellement, je prêche en faveur de l'utilisation des ODD, qui sont les objectifs de développement durable des Nations Unies, comme étant le cadre de référence dans lequel nous pouvons intégrer des indicateurs contre lesquels les entreprises peuvent se comparer. Et l'idée, ce serait d'avoir, aussi bien qu'on a aujourd'hui des états financiers vérifiés, audités, peut-être un jour des états d'impact qui seront aussi audités ou vérifiés. Ouais, tu apportes un super bon point, mais ça amène le côté de comment est-ce que tu enforces ce genre de prise de mesure. Est-ce que tu as des idées là-dessus, et Benoît? Ben, il y a déjà des programmes qui sont en place ou qui sont en cours pour commencer à mettre des balises sur certains domaines. Dans le domaine minier, il y en a d'ailleurs. Donc, c'est une façon de calculer les critères de performance au niveau ESG, par exemple, puis de voir aussi, après ça, d'être en mesure de faire des plans d'intervention pour réussir à venir améliorer ces critères-là, puis de passer de certaines classes à d'autres. Puis après ça, bien, ça va devenir... Ça tient aussi dans le rôle des entreprises, puis des startups, de commencer à faire affaire avec d'autres entreprises qui ont cette même philosophie-là pour créer, pas un marché parallèle, mais pour vraiment créer un mouvement qui va encourager à aller vers là, puis qui ait vraiment un gain. Parce qu'évidemment, à la fin de la journée, puis dans des entreprises où peut-être les dirigeants ou les actionnaires sont un peu plus loin des opérations réelles, bien, on ne regarde pas ces indicateurs-là, puis il va falloir que ça remonte jusqu'à ces niveaux-là, au niveau où il y a de la gestion. Puis donc, ça va nécessairement, selon moi, passer par des régulations supplémentaires. Puis, ouais. j'aime pas nécessairement ça, en rajouter des régulations supplémentaires, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va se corriger par lui-même aussi facilement. Oui, justement, j'allais poser cette question, quel est le rôle des politiques et le rôle des gouvernements pour justement renforcer ce genre de régulation ou de comportement? Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais qu'il y aurait peut-être un rôle à l'avenir, mais pour l'instant, il faut quand même faire confiance au minimum aux entreprises. Et dans mon cas, et je vais prêcher un peu pour ma paroisse ici, là, mais je sais qu'il y a des formes d'entreprises qui sont toutes consacrées à la mesure d'impact, qui sont notamment les entreprises coopératives, les entreprises sociales, des organismes sans but lucratif, qui, de par leur nature même, de par leur essence, mesurent leur impact, parce qu'elles ont une redevabilité vis-à-vis de membres, vis-à-vis d'un groupe de population, de certaines communautés, etc. Ces entreprises, ce sont celles auprès desquelles j'ai tendance à pousser le plus possible pour que la mesure d'impact devienne prioritaire, pour qu'elle devienne l'innovation dans ces entreprises. Ces entreprises, dans les dernières années, dans les 30, 40, 50 dernières années, ont mené la charge sur le front de la responsabilité sociale des entreprises. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont des stratégies de responsabilité sociale. Aujourd'hui, pour les coopératives, les entreprises sociales qui ont aussi un besoin de se réinventer pour toujours se positionner à la tête de l'innovation sur comment on veut définir le comportement des entreprises à l'avenir, la mesure d'impact est selon moi la façon dont elles pourront toujours être pionnières. Et cette mesure d'impact, est-ce que ça doit être obligatoire? Est-ce que des gouvernements doivent intervenir? Il y a eu des tentatives dans le passé, notamment ici en Ontario, où le gouvernement s'est intéressé à la connexion entre les ODD, qui sont donc le dénominateur commun au niveau mondial pour l'impact, et le travail des entreprises. C'est un travail qui était inabouti à l'époque, mais que peut-être des entreprises comme les coopératives, les entreprises sociales et autres entreprises peuvent contribuer en vue d'amener ça un peu plus loin et progressivement de le voir répandre à toutes les entreprises. C'est vraiment intéressant. Et toi, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, Benoît, là-dessus? Bien, je dis que en fait, la seule chose que je rajouterais, c'est que dès le moment où tout ça devient trop lourd ou trop global trop rapidement, bien, c'est là que ça devient plus difficile à monitorer. Puis quand même qu'on met des régulations où on force les choses, bien, après ça, il faut quand même qu'il y ait un suivi qui soit fait, puis des actions posées. Puis c'est là que souvent, ça va être plus des fronts. Tout le monde va s'organiser pour cocher les cases, pour dire... Ça me rappelle certains programmes, ça. Oui, exactement. Je suis conforme, mais finalement, il n'y a pas vraiment un vouloir, une philosophie derrière. Ouais. Il y a des certifications comme B Corp. Nous, on vient justement d'être certifié B Corp, qui permet au moins de reconnaître ces entreprises-là entre elles, puis de pouvoir dire, bien, OK, je vais préférer
un fournisseur ou un client qui est B Corp. Ouais. Quand tu t'engages là-dedans, ceux qui l'ont peut-être vécu, c'est beaucoup de travail. Donc, c'est pas vraiment juste je coche des cases et c'est terminé. Puis c'est une cote qui est dynamique dans ce cas-là. Je viens pas faire la publicité pour B Corp, mais donc c'est pas quelque chose qu'on certifie. Après ça, on est B Corp, c'est fini, c'est en continu. Donc, si on fait pas un travail en continu sur ça, ben ça se dégrade. Donc ça, je trouve que c'est des beaux principes. Mais justement, donc ça nous amène. Donc là, on a vu dans la globalité, c'est quoi le développement durable. J'aimerais qu'on fasse un peu le focus sur les startups et ce que ça veut dire pour les environnements et les écosystèmes beaucoup plus petits. Est-ce que tu aimerais en parler Mais, disons qu'aujourd'hui, on ne crée pas une entreprise sans avoir cette conscientisation pour la durabilité et de ses activités et de l'impact environnemental qu'on va avoir. Je vois chez nous, on a un programme d'incubation qui s'appelle Tracé Collectif où on accueille différentes personnes qui démarrent des entreprises. Absolument 0% des personnes qui sont dans ce programme n'ont pas de conscience environnementale, sociale, sur l'impact qu'ils vont avoir dans leur communauté. C'est aujourd'hui le dénominateur commun de toutes les entreprises qui se créent. Si quelqu'un, c'est rendu au point où si quelqu'un vient vers nous pour me dire « Bonjour Julien, je veux créer une entreprise pour faire le plus d'argent possible au détriment de l'environnement, des familles, des communautés, etc. » Déjà, j'ai jamais vu ça. Dans un second temps, je pense que vraiment, c'est voué à l'échec. Aujourd'hui, c'est le type de discours qu'on ne veut plus voir d'une entreprise. À tel point d'ailleurs que même les grandes entreprises établies, qui parfois dans certains cas pourraient nous sembler un peu prédatrices de ressources ou d'autres éléments, elles aussi tentent à diluer cette image-là et à la transformer pour avoir quelque chose, une façade au minimum, qui soit un peu plus acceptable. Et je pense que cette durabilité-là dans les entreprises, dans les startups en particulier, elle s'initie dès le début. En fait, c'est quelque chose qui maintenant fait partie en fait de la jeunesse d'un projet. Lorsqu'on pense le projet, il faut qu'il soit durable dès le début et qu'il s'inscrive dans un environnement où on peut avancer avec certitude vers quelque chose de durable. D'accord, donc ça présuppose aussi une espèce d'éducation à tous les niveaux en fait. Et toi, qu'est-ce que tu as vu dans ton environnement? Je tiens juste à dire que Julien est en Ontario et Benoît est au Québec. Nous devions avoir quelqu'un au Cameroun qui aurait vraiment apporté la dimension internationale de ce panel. Mais vas-y, Benoît. Oui, ben en fait, il y a plusieurs choses à dire sur ce sujet-là. Là, puis moi, je l'ai vécu. J'ai démarré une start-up avec vraiment, puis quand on a démarré, c'était vraiment avec l'intention d'amener un impact positif sur qu'est-ce qu'on fait. On s'est dit comment on prend ce dont quoi on est bon dans la vie. Nous, c'était la technologie, puis on amène un impact. Puis donc la première version de ce projet-là, la compagnie s'appelait Beep.ai à ce moment-là. C'était vraiment de venir prévenir les fuites des bassins de résidus miniers. Puis on avait développé un capteur spécial pour ça. Mais de fil en aiguille, avec les réponses du marché, avec tous les gens qu'on parlait, on s'est rendu compte vite qu'on ne pouvait pas aller dans cette direction-là. Le marché n'était pas prêt pour ce qu'on voulait. Puis ce qui est difficile à un moment donné, c'est de comprendre que oui, nous, notre objectif, c'est d'avoir un impact durable, mais les marqueurs de performance du marché, puis les marqueurs de performance des prêteurs d'argent ou des gens qui financent les projets, bien évidemment, c'est des indicateurs financiers, puis il faut que le marché réponde bien. Donc, c'est vraiment ce dilemme-là de s'assurer d'avoir un modèle d'affaires qui permet la durabilité ou qui permet d'avoir un impact positif au niveau de durabilité, puis en même temps de réussir à avoir un modèle d'affaires qui fait du sens puis qui génère des revenus. Bien, c'est ça qui est vraiment le point important. Puis je pense que c'est là où il doit y avoir un gros support aux startups, c'est-à-dire de vraiment les amener à dire, OK, bien, on regarde l'impact positif que vous voulez avoir, mais on regarde quels besoins marché les clients nous ramènent par rapport à la première solution, puis on s'adapte, puis on se dirige vers là plutôt que de vouloir vraiment garder l'idée principale, la première idée, celle qui avait le plus d'impact. Mais à un moment donné, c'est une transition, on ne peut pas passer de 0 à 1 d'un seul coup. Il faut passer par un chemin un peu plus... Une évolution, oui. Ouais. Mais en fait, tu fais un super bon lien sur ce que j'allais en fait demander, c'est la durabilité des startups. Et ce qui veut dire la pérennité, la croissance
et la vie, en fait, d'une start-up. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces leviers, des mécanismes, justement, qui existent pour soutenir la durabilité de vie des start-up? Parce qu'on sait que la plupart des start-up meurent environ avant 2 ans. Absolument. Je dirais, peut-être pour revenir un tout petit peu en arrière, si tu le permets, Bien sûr. sur la partie, en fait, de démarrage de ces entreprises-là. Une chose qui est à noter, qu'on remarque de plus en plus, c'est qu'on a tendance à privilégier le travail des entrepreneurs, des entreprises, des startups. Et en réalité, tous ces termes sont un peu incriminants pour les personnes, dans ce sens où ils disent, tu démarres une startup, donc tu as la responsabilité de réussir. Maintenant, une des choses qu'on essaie de faire de plus en plus, c'est de ne plus parler d'entrepreneurs, d'entreprises, de start-up dès le début, parce que c'est effrayant et c'est mettre beaucoup de pression sur le dos de personnes qui, au final, sont ce qu'elles sont, des personnes qui ont des attitudes entrepreneuriales et avec lesquelles il faut composer et avec lesquelles on doit essayer de les développer. Ces attitudes entrepreneuriales, on les développe de 2 façons. À travers le développement de la rentabilité, évidemment, de l'idée entrepreneuriale. Donc, comment est-ce qu'on peut générer des fonds par rapport à cette idée-là? Et à travers le développement de l'impact qui est associé à cette entreprise-là. Et cette dualité de parcours, cette éducation préalable, à mon avis, est très, très importante. Et ça générait, je pense, beaucoup plus d'entrepreneuriat, comme on le qualifie en fait de façon générale, auprès de personnes qui ne se voient pas nécessairement comme des entrepreneurs ou des entrepreneureux, mais des personnes qui vraiment se disent ben, j'ai une idée, je vais essayer de faire quelque chose avec cette idée, peut-être ça va marcher, peut-être pas, sans avoir la pression qui incombe sur elles de se dire je suis entrepreneur, je dois réussir. Non, je fais des expérimentations. Ouais, c'est super intéressant et on sait qu'au niveau des entreprises, des grosses entreprises, il y a ce côté où ils veulent apporter justement le côté entrepreneuriat à l'intérieur des entreprises, mais comment est-ce que justement tu allies le côté entrepreneur et j'ai une idée et le côté faut quand même qu'on fasse de l'argent ou qu'il y ait un plan d'affaires qui fasse du sens sur le long terme? Ben moi, puis tu sais, quand tu pars un projet comme ça, évidemment, c'est des gens semblables à toi qui se rallient. Puis à un moment donné, pour réussir à transférer le modèle d'affaires vers un modèle d'affaires plus lucratif, j'ai expliqué le concept aussi que si on a l'entreprise qu'on voulait faire initialement avec exactement les objectifs qu'on voulait avoir, mais qu'on ne réussissait pas à pénétrer le marché, on aurait 0 impact. Mais le meilleur moyen, c'est vraiment avec des incubateurs, surtout en écoutant les conseils tu sais, il y en a du monde disponible, puis il y en a des organismes disponibles pour venir appuyer là-dessus. Mais en faisant un modèle d'affaires qui est périn, qui fait du sens, puis qui a une traction, ensuite, quand on génère des revenus, on prend de la croissance, on a beaucoup plus d'influence potentielle que si on tient vraiment puis c'est un peu, moi, ce que j'ai vu, là, parce que... Oh, encore. C'est un peu ce que j'ai vu parce que je suis à travers des fonds d'investissement, ces choses-là aussi. Puis souvent, les causes d'échec à ces niveaux-là, c'est vraiment la passion de l'entrepreneur ou la passion de la personne, je ne dirais pas entrepreneur comme tu dis, mais de la personne qui démarre le projet, soit pour son projet de recherche universitaire qu'elle a amené dans une start-up ou soit pour son idée. Elle a tellement d'amour pour cette idée-là qu'elle n'écoute aucun conseil. Puis des fois, c'est des petits changements qui viennent permettre d'aller chercher des revenus, d'aller chercher les premiers clients, puis de générer une traction, puis commencer à faire tourner la roue. Puis là, ensuite, amener son... Donc, il faut être patient, puis il faut surtout se laisser aider, là, des situations. Ouais. Est-ce que tu veux nous dire un peu plus, justement, de ce soutien qu'il existe? Ça me rappelle, il y a une des choses que tu as dites ici sur lesquelles j'aimerais rebondir, c'est au niveau du financement. En réalité, le financement n'est pas réellement le nerf de la guerre ici. Et souvent, on voit des entrepreneurs qui viennent vers nous en disant « Où est l'argent? J'ai besoin d'argent pour partir mon idée d'entreprise. » Souvent, ces personnes-là sont peut-être un peu les plus bornées aussi, comme tu disais, ou comme j'ai tendance peut-être à l'exagérer, parce qu'elles se disent « J'ai pas besoin de conseils, j'ai mon idée, elle est géniale, je fonce avec ça. » En réalité, tout le monde a besoin de conseils. Tout le monde a besoin d'aller dans différents programmes. Je parlais de notre programme d'incubation. Je sais que la Société économique de l'Ontario a des programmes d'incubation. La FGA peut fournir des conseils. Des institutions financières, Desjardins, Caisse Populaire Alliance, qu'on a la chance d'avoir en Ontario, peut fournir des conseils. Il faut aller consulter le plus de monde possible, en réalité, et ne pas penser que parce que j'ai une idée, qu'elle est vraiment géniale,
Subjectivement, je pense que c'est la meilleure idée du monde. Non. En réalité, il y a toujours des façons de corriger le cours des choses ici pour amener cette idée-là jusqu'à bon port. Souvent, ce fait qu'on est obnubilé par obtenir du financement fait en sorte qu'on va ignorer un peu tous ces conseils qu'on peut recevoir en se disant ce que j'ai besoin, c'est pas de conseils, c'est d'argent. En réalité, c'est de conseils qu'on a besoin, l'argent étant de par ailleurs largement disponible pour les idées qui sont très très bien enracinées. C'est un concept un peu intéressant parce que quand je vois comment ça se passe aux États-Unis et dans d'autres marchés, là-bas c'est l'argent, puis les idées, l'argent. En gros, c'est ça. Mais j'aimerais qu'on parle un peu justement du côté francophone et le soutien francophone qu'il y a non seulement au niveau du Québec, au sein du Canada, mais en Ontario, parce que les entrepreneurs francophones en Ontario disposent quand même de 2 leviers de soutien au niveau financement et conseil. Est-ce que vous voulez nous en parler? Il y a beaucoup d'appuis. Puis, pour avoir effectué une tournée dans différents pays européens dans les 2 dernières semaines, donc avec plusieurs collègues, on a eu la chance d'aller visiter des partenaires, des collaborateurs dans le secteur de l'entrepreneuriat en France, au Luxembourg, en Suisse et en Belgique. Une des choses qui m'a marqué, c'est l'admiration que les personnes là-bas ont pour le niveau de développement qu'on a ici dans l'écosystème d'appui à l'entrepreneuriat, ou ce qu'on appellerait l'entrepreneuriat. On est très, très chanceux en Ontario, mais au Canada aussi, puisqu'il y a un écosystème semblable qui existe dans d'autres provinces, d'avoir autant d'organisations, d'infrastructures, de bailleurs de fonds, de financiers qui existent pour appuyer les personnes qui ont des comportements entrepreneuriaux et qui veulent faire des expérimentations, qui parfois vont marcher, parfois non. Et on valorise également ici le fait qu'une expérimentation ne marche pas toujours, et ce qui est une très bonne chose. Si on regarde, je me rappelle avoir une discussion à Bruxelles en particulier avec une personne en entrepreneuriat social, échouée en Belgique, dans ce contexte-là, c'est la fin. On ne peut plus jamais être entrepreneur après ça. C'est la honte pour tout le monde, pour soi-même, pour sa famille, pour son voisinage. C'est quelque chose d'énorme. Ici, pour son pays. Échouer, c'est réellement la première étape de l'apprentissage. Ouais. Ça nous donne l'humilité de continuer. C'est génial, ça, comme feedback venant de l'extérieur. Et toi, est-ce que tu avais quelque chose? Moi, en fait, l'impact du français ou de la communauté francophone, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est un avantage selon moi parce qu'on a accès au marché anglophone, mais on a aussi accès au marché francophone parce que c'est pas dans tous les endroits où les gens sont bilingues. Donc, ça permet d'être ouvert sur un marché supplémentaire, puis ça permet aussi d'avoir accès à des ressources de plus. Puis, tu sais, des communautés francophones, il y en a un peu partout dans le monde. Donc, c'est comme un autre canal de distribution du produit de nos entreprises qui peut être transmis par là parce qu'il y a une certaine unicité là, dans cette communauté-là. Justement, ça me fait penser il y a 250 millions de francophones dans le monde. On a la chance justement d'être au Canada où on est une communauté vivante. Est-ce qu'il devrait y avoir plus de coopération avec justement non seulement le reste du Canada en tant que francophone, mais aussi le reste du monde? Et moi, je vois toujours la différence entre produits et services et comment est-ce qu'on peut s'assurer que justement on collabore plus et on coopère plus, mais aussi on vend plus à l'étranger, sur les marchés francophones. Je dirais, si je peux réagir là-dessus, déjà pour revenir à l'échelle locale, au niveau de la francophonie ontarienne. La francophonie ontarienne, si on est honnête, c'est moins un marché que ce n'est un écosystème d'appui. Avant toute chose, c'est une petite communauté où on a la chance de se connaître les uns les autres et de savoir sur qui on peut rebondir pour aller chercher les bonnes ressources, les bons contacts, les bonnes expertises. Et c'est une énorme chance. Parfois, il y a des comportements un peu fratricides dans cette communauté-là, c'est malheureux, mais quand on peut en bénéficier et quand on sait ouvrir les bonnes portes, reconnaître les bonnes personnes et se valoriser les uns les autres, on est en mesure de vraiment se développer. Au niveau international, il y a énormément de collaborations qui sont possibles parce que là, on a à la fois un marché et un écosystème d'appui. Même si on ne va pas se leurrer, tout le monde ici, on fait aussi des affaires en anglais. On ne veut pas se fermer à ce marché-là pour autant. Il y a du potentiel énorme qui existe en dehors des frontières de l'Ontario, du Québec, du Canada, pour se développer. Lorsque, encore une fois, je reviens sur ma tournée avec différents... Je montre ici dans la salle mes différents collègues avec qui j'étais sur place. Mais lorsque j'ai eu la chance de faire cette petite tournée-là, on réalise à quel point le Canada, l'Ontario en général, ont une image positive dans le reste du monde. Et les gens sont très, très intéressés à faire affaire avec des entreprises canadiennes.
c'est pour nous un avantage compétitif à saisir. On ne le saisit pas assez. On parle souvent de diversification économique pour le Canada, pour l'Ontario, pour les autres provinces. On dépend beaucoup du commerce avec les États-Unis. On a cette chance, nous, comme francophones, de amener nos économies dans une autre direction, de les amener dans la direction de, oui, on peut créer des liens en France, au Luxembourg, en Belgique, en Suisse, en Afrique, évidemment. En Asie aussi, il y a certains pays où il y a une francophonie qui est assez importante. C'est nous qui pouvons activer ces réseaux-là. Il ne faut pas compter sur l'écosystème anglophone dans lequel on se baigne aussi, évidemment, pour nécessairement faire ces pas-là. C'est à nous de prendre ces étapes et de développer ces liens. Et est-ce que tu as des conseils justement à donner pour les entreprises qui souvent voient le marché provincial déjà comme un gros marché, aller faire des affaires dans une autre province, souvent c'est pas dans leur considération, mais alors ne leur parle même pas de l'étranger? La première étape sur ça, c'est toujours se sécuriser dans son premier point d'ancrage. Inutile de penser partir à droite à gauche à l'autre bout du monde si on n'est pas déjà bien établi là où on se trouve et bien enraciné. Comme on dit souvent, important de savoir d'où on vient pour savoir où on va, et ça prend de l'enracinement. Une fois qu'on a ça, ça devient beaucoup plus facile d'aller à d'autres endroits parce qu'on est mieux en mesure d'illustrer, de corroborer en fait le comportement de notre entreprise, l'essence de notre entreprise et de partager ses valeurs avec le reste du monde. Je vois tout récemment encore, on a eu la chance dans ma propre organisation d'avoir un petit débat sur devrait-on commencer à vendre des services sur le marché européen? Parce qu'on s'est dit, OK, on a développé des contacts, on a possiblement une base de clients, on a tout ce qu'il faut qui est en place et qui se met en place progressivement pour s'ouvrir sur cet écosystème-là. Qu'est-ce qui nous en empêche? Absolument rien. Souvent, la première limitation vient de nous. Une fois qu'on est bien établi, qu'on est bien enraciné, qu'on a le bon réseau sur place et qu'on s'assure de le maintenir, parce qu'il n'est évidemment pas question de le diluer pour autant en partant dans tous les sens, on peut se permettre de considérer que oui, peut-être, il y a des liens qui peuvent se faire ailleurs. Et une des choses que je regarde en ce moment, peut-être cette personne est dans la salle, et je sais que j'ai eu la chance de rencontrer des partenaires de l'Université du Luxembourg, par exemple, au Luxembourg, et je sais qu'il y a un intérêt du côté de l'Université de l'Ontario français, ici à Toronto, de créer des liens avec cet établissement-là. Et c'est quelque chose qu'on est en train de faire pour voir comment est-ce qu'on peut toujours mieux connecter nos communautés francophones de l'Ontario, notre savoir-faire, les savoir-faire que nous avons sur place avec ce qui se passe ailleurs dans la francophonie mondiale. Oui, c'est un super bon point. Est-ce que Benoît, tu aimerais rajouter quelque chose? Oui, ben, je vais ajouter quelque chose du début, mais dans le fond, là, dans la province de Québec, là, il y a quand même beaucoup d'efforts qui est fait là, au niveau des relations de la francophonie. Là, donc, c'est super. Puis on est aujourd'hui, là, surtout dans les technologies comme dans mon domaine, c'est automatiquement mondial. Là. Puis nous, on fait affaire avec beaucoup d'entreprises mondiales qui ont des bureaux un peu partout dans le monde. Donc, ça nous apporte directement à s'exporter. Puis, ben, justement, il y a tout le temps une facilité quand on peut offrir les produits dans plusieurs langues, dont le français. Donc, c'est sûr que ça amène des avantages à ce niveau-là. Et surtout au niveau du support aussi. Là, Puis, j'aimerais poser la question, avant d'ouvrir la période de questions, c'est la place de la digitalisation dans la durabilité, justement, des entreprises. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, tu sais, en fait, là... C'est comme ça dans tous les domaines d'affaires. Tu sais, si on n'avait pas de digitalisation dans le système bancaire ou dans le système financier, dans lequel on n'est pas en mesure d'avoir une vue d'ensemble de toutes les transactions qui se sont passées, une vue d'ensemble un portrait global de ce qui se passe au niveau des marchés, ben, on a de la difficulté à prendre des décisions éclairées parce qu'on n'a pas toute l'information. Puis, ben, c'est le même principe, nous, dans le domaine d'ingénierie, des infrastructures. Si on ne le sait pas, l'état global d'un pont ou d'un viaduc ou d'un bâtiment, bien, c'est difficile après ça de se faire une idée combien d'années il lui reste devant lui, c'est qu'est-ce qu'il y a à faire. En 2050, 80% des infrastructures qui vont être en 2050 existent aujourd'hui. Donc, c'est vraiment important d'être en mesure pour avoir une durabilité, parce que 11% des émissions de CO2 dans le monde sont dues à la construction. Donc, si on est capable d'étirer la vie d'un bâtiment de 20 ans, si on est capable d'étirer la vie d'un pont de 20 ans, bien, c'est énormément d'énergie, de matériaux qui ne sont pas utilisés trop rapidement pour rien. Évidemment, c'est de l'économie, donc il y a
un shift qui doit être fait dans les modèles d'affaires parce que, évidemment, ceux en construction ne seront pas contents de leur dire qu'on va étirer la vie de des actifs, mais c'est un shift global qui doit être fait parce que l'objectif, c'est de maintenir les actifs en vie plus longtemps, d'être plus durable à ce niveau-là parce qu'on ne peut pas continuer le rythme de consommation et de reconstruction qu'on fait présentement sans considérer étirer la vie de ces infrastructures-là ou recycler les choses qui sont absolument. à ce niveau-là. Donc, il nous reste 3 minutes. J'aimerais vraiment, en fait, ouvrir la séance donc à des questions ou des commentaires si vous en avez. Des conseils? Bon, oui, allez-y. Pour start-up, c'est quoi votre définition de start-up francophone? Est-ce que c'est besoin de quelqu'un qui parle français? Est-ce qu'il y a des critères pour les produits qui sont créés? Est-ce que vous avez eu la question? Ouais. Tu peux répéter la question, peut-être. Est-ce que vous pouvez la répéter? Je pense qu'on a loupé le... Oui. Pour l'enregistrement. Merci. Pour un start-up qui a besoin de soutien, qu'est-ce que vous considérez une entreprise ou un start-up francophone? Parce que c'est une très bonne question. Français, pour une société en Ontario, est-ce qu'il y a des critères pour le produit? C'est une excellente question. Ouais. En réalité, c'est de l'autodéfinition. Ouais. C'est un peu comme dans mon propre secteur, s'autodéfinir étant une entreprise sociale, c'est pas quelque chose qui est juridiquement existant dans le cadre de l'Ontario, en tout cas. Une entreprise francophone, c'est une entité qui elle-même s'identifie comme telle. On a eu des personnes qui nous disent c'est une entreprise qui vend seulement à des francophones. Je m'excuse, ça n'existe pas. C'est vraiment ce être neuf et taper dessus. Ici, là, on est en train de se noyer soi-même. C'est une entreprise où peut-être, oui, les dirigeants parlent français, peut-être où il y a des opérations qui se passent en français à l'intérieur, peut-être qu'ils visent des marchés francophones. Ça peut être un mélange de tout ça, ça peut être seulement un de ces éléments. Ça revient encore une fois à la personne ou aux personnes de se définir elles-mêmes. Oui, je corrobore ça, absolument. Benoît, toi, c'est différent parce que tu es sur le marché québécois. Exact, c'est différent, mais c'est t'embarques ou t'embarques pas. Oui. Je pense que nous avons une question là. Oui. Oui, je travaille pour le groupe Bolloré Logistique. Nous sommes implantés un peu partout. Nous travaillons essentiellement avec beaucoup de sociétés à la fois canadiennes du monde et notamment francophones au Québec. Et personnellement, j'ai été mutée ici pour établir le lien avec les sociétés françaises ici, ou des sociétés francophones, ou qui ont un besoin aussi d'aller soit en France, ou des sociétés canadiennes, des sociétés françaises qui ont besoin de s'installer ici, ou des sociétés canadiennes s'installant là-bas. Et j'aimerais savoir comment on a accès à ce marché, comment on se connecte à ce besoin, et comment on peut y répondre en termes de transport, logistique internationale, réglementation, etc. Merci, c'est une question, je pense, qui prendrait une consultation avec toi. Et aussi avec la Fédération des gens d'affaires de l'Ontario. Je pense que vous pouvez connecter, je vois Richard là, derrière. Donc, vous pouvez... c'est parce que difficile, je pense, d'y répondre en 5 secondes, mais définitivement, Julien et Richard vont pouvoir... vous en parler. Mais merci beaucoup pour cette question. Je voudrais vous remercier tous de votre attention aujourd'hui et surtout les panélistes pour franchement de super bonnes réponses. Donc bravo. Merci à toi.